Je suis le genre de personne qui, lorsqu'elle a une idée en tête, va chercher à tout prix le moyen d'aller au bout. Certains diront têtu, moi j'appelle ça être débrouillarde. En tant que coach produit, il m'arrive souvent d'accompagner des product managers convaincus par la discovery, mais qui en raison d'une vision complexifiée de l'approche, baissent trop vite les bras. Ils imaginent que ça va les ralentir ou qu'il faut toujours commencer par un problème à résoudre. Si vous aussi vous êtes dans ce cas, alors cette vidéo est faite pour vous. Hello, moi c'est Marie-Laure, je suis consultante et formatrice chez Tiga et aujourd'hui, je vais vous partager les conseils qui m'ont permis de faire de la discovery et même lorsque cela semblait compliqué. Pour commencer, je vais tout de suite démystifier une idée reçue autour de cette étape critique dans le process de conception des produits. Si vous pensez que faire de la product discovery, c'est surtout parler à vos utilisateurs, vous avez raison. Une bonne discovery inclut leur point de vue, mais pas seulement. Alors, qu'est-ce que c'est au juste ? Le terme de product discovery a été démocratisé en 2007 par celui qui est considéré comme le pape du produit, Marty Cagan. Il s'est inspiré de l'industrie pharmaceutique pour conceptualiser auprès de product managers qui l'accompagnaient la phase amont dans laquelle on cherche à trouver une solution à un problème qu'on nous a demandé de résoudre. Depuis, j'ai l'impression que cette définition a été plus ou moins retravaillée en fonction de ceux qui l'ont utilisée. Par exemple, pour la célèbre conférencière et coach produit Teresa Torres, la discovery sert à décrire le travail fait afin de prendre des décisions sur ce qu'il faut construire. On entend à la fois parler de discovery exploratoire, stratégique, orientée. Pas évident de choisir la définition pour les gouverner toutes. Dans ma mission actuelle, chez Decathlon, on s'est même demandé si ça ne valait pas la peine de s'aligner autour d'une définition commune et de préciser quand est-ce que ça commence et quand ça se termine dans le processus produit. Pour moi, la discovery, c'est avant tout un processus de prise de décision qui permet de s'assurer qu'on adresse le bon problème avec la bonne solution. Car vous allez devoir vous aligner autour d'un choix, en équipe et avec les parties prenantes. Croyez-moi, sans un processus clair associé à des activités et des livrables, il y a de grandes chances que vous soyez coincé dans des débats incessants. En effet, les pièges de ce processus, c'est que ce soit trop long, trop gros ou trop complexe et que l'alignement soit difficile à atteindre. Ne vous inquiétez pas, tous ces pièges, nous allons les explorer ensemble et un par un dans cet épisode. En attendant et pour vous aider à vous poser les bonnes questions, voici mes premiers conseils. Ne vous demandez pas est-ce que vous devez en faire ou pas, mais plutôt comment, pourquoi et pendant combien de temps. Concernant le comment, vous allez adapter vos activités en fonction des réponses aux questions suivantes. Et plus vous répondrez non à ces questions, plus le besoin de découverte pour être confiant sur la solution sera grand. Est-ce que je comprends bien le problème et à qui je m'adresse ? Est-ce que j'ai confiance dans la solution ? Est-ce qu'on peut se tromper et si oui, pourra-t-on corriger cela rapidement ? À ce stade de la vidéo, j'aimerais vous proposer un allié de taille pour répondre aux questions et déjouer les différents pièges que l'on va voir. Est-ce que vous avez entendu parler de la méthode Focus du livre Discovery Discipline de Tristan Charvilla et Rémi Guyot? Cette méthode vous propose 7 étapes. Frame pour définir l'ambition et le combien de temps. Observe pour sélectionner le cas d'usage principal. Claim pour formuler une promesse à l'utilisateur. Unfold pour choisir les 5 points de contact avec votre cible. Style pour s'inspirer de ce qui existe déjà chez les autres. Execute pour construire votre prototype de solution. Et enfin Decide pour le tester et valider vos hypothèses. Maintenant que vous avez compris l'importance du comment, je vous propose qu'on s'intéresse aux 2 autres parties de la question, le pourquoi et le combien de temps. Combien de fois j'ai vu des product managers pris dans l'illusion d'une approche by the book, en les entendant dire par exemple « Je n'ai pas le temps, le delivery commence dans 2 semaines » ou encore « Je n'ai pas de problème à explorer, juste une solution à délivrer, donc rédigeons tout de suite les user stories ». On imagine un idéal et lorsqu'on confronte à son quotidien, on en conclut un manque de moyens pour y arriver, réel ou non d'ailleurs. Souvent associé à un manque de temps, ça se traduit en absence de discovery tout court. Le piège que je rencontre régulièrement est celui de croire qu'avoir une idée de solution déjà définie, peu importe par qui d'ailleurs,
est une raison pour ne pas faire de discovery. Quand bien même vous avez la solution, il est important de cadrer l'impact, l'ambition que vous allez chercher à avoir en définissant les métriques de succès. Tant que vous n'êtes pas clair sur le niveau d'ambition, il est impossible de savoir si une solution est à la hauteur de l'enjeu. Pour aller plus loin sur ce piège, souvent, les product managers sous-estiment à quel point il peut rester une grande quantité de choses à clarifier pour un delivery réussi. Il faut valider que cette solution a un réel intérêt pour vos utilisateurs, identifier les impacts techniques ou encore définir combien de temps il vous faut pour la produire. Il se pourrait même que vous pivotiez légèrement dans la solution. J'ai un bon exemple à vous raconter à ce sujet. J'ai travaillé avec une product manager pour un site de dating Happen. Elle devait réaliser une fonctionnalité de room audio imposée par son CEO. Je lui ai proposé de revenir au problème et de cadrer cette opportunité pour en mesurer l'impact. Figurez-vous qu'à la suite de la discovery, la solution s'est affinée vers un système de flash note audio qui est devenu un succès pour la plateforme. L'autre raison pour laquelle on cherche à aller vite est liée à une contrainte très forte de timing de mise en production, ce qui était le cas pour cette product manager. On a tendance à se dire que si on se lance dans une discovery, on va perdre du temps et mettre à risque le projet. Et là, on est dans l'idée préconçue qu'une discovery doit forcément se faire via un certain nombre d'activités obligatoires et que ça risque d'être long et trop coûteux. Or, dans ce cas, avec du focus et des activités bien ciblées, vous gagnez en clarté sur la solution. Vous êtes donc en mesure de prendre rapidement des décisions et de gagner du temps pour la suite. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le temps consacré à la discovery doit être un rapport entre l'ambition que vous souhaitez mettre dans l'initiative et le risque que vous êtes prêt à prendre en contrepartie. De mon point de vue, pour un projet nouveau et important, il me semble acceptable de faire 3 semaines ou plus de discovery, alors que pour un sujet familier et secondaire, 3 heures me semblent largement suffisantes. Revenons sur le framework Focus dont je vous ai parlé un peu plus tôt. C'est tout l'objet du premier livrable de la méthode, le Project Ambition. En plus de vous proposer de définir le critère de succès et le risque que vous êtes prêt à prendre, il vous pousse à décider du temps que vous souhaitez dédier à la discovery à l'aide du champ Timebox. Maintenant que vous avez compris que la discovery, ce n'est pas un idéal de temps et de process à atteindre, vous vous demandez si ça fonctionne avec toutes les organisations, tous les produits, toutes les features. Spoiler alerte, moi je pense que oui. Parfois, je suis confrontée à des équipes produits qui pensent que leur produit ou leur organisation est trop complexe, qu'ils vont devoir gérer trop de dépendances cross-équipe et donc que la meilleure solution, c'est d'associer leurs initiatives à de grosses phases de discovery en amont. À votre avis, si une équipe passe 4 mois à faire une discovery, puis 6 mois à développer la fonctionnalité, est-ce réellement un mode produit ? On est d'accord que si c'est complexe, c'est important de s'assurer qu'on a bien pris en compte tous les facilitateurs et les risques. Néanmoins, si c'est votre cas, je vais vous donner mon astuce pour contourner cette complexité. Renforcer la phase de product stratégie pour découper ce gros sujet en plus petites problématiques via un atelier dédié avec les équipes concernées. Ensuite, vous pourrez répartir les différentes problématiques dans les équipes qui réaliseront chacune leur discovery en amont. Ce sera plus simple à gérer, plus rapide et plus collaboratif. Pour chaque problématique isolée, un cas d'usage et une cible pourront être définis via l'étape Observe de la méthode Focus. Parfois, la complexité peut venir d'un contexte légal très fort qui vous contraint à des solutions. Quand je travaillais chez Betclic, c'était mon quotidien et à chaque fois, j'essayais de négocier pour garder la main sur la solution en creusant à l'aide de petites questions. À quel point la contrainte est-elle obligatoire ? Quelle est la probabilité que le risque survienne et quelle serait l'ampleur de l'impact? Cela nous permettait de décider si oui ou non on était OK pour prendre le risque. Si c'était obligatoire, je discutais avec les services conformité pour savoir s'il était possible de faire une contre-proposition et si oui, je partais de l'impact recherché et je réalisais une discovery pour imaginer des solutions maintenant une expérience utilisateur agréable. Prenez l'exemple des contraintes RGPD. Il y a plusieurs façons d'intégrer la contrainte sur le site. Certains ont pris le texte au pied de la lettre et d'autres l'ont mieux intégré. Vous savez maintenant que pour être efficace,
Vous devez cadrer votre ambition, définir votre cas d'usage et qu'il est possible de faire une discovery même lorsque la solution semble évidente. Pour conclure, j'aimerais lancer le débat. Une discovery sans point de vue utilisateur est-elle possible ? Dans un monde idéal, on confronterait l'ensemble de nos solutions à nos utilisateurs. Mais dans la vraie vie, on ne peut pas toujours le faire et on ne doit pas le systématiser. Le point de vue des utilisateurs est l'une des manières de renforcer nos convictions dans une discovery, mais elle n'est pas la seule et ne doit pas être un bloqueur. Il existe d'autres informations qui peuvent être pertinentes dans votre processus de prise de décision, comme les intentions business ou l'alignement autour d'une solution en interne. Vous pouvez collecter des insights utilisateurs via les sales, les Customer Success Managers, les reviews des stores ou l'historique du produit. L'important, c'est d'atteindre le bon alignement sur la prise de décision dans l'équipe et de converger vers le bon problème et la bonne solution. Si les informations que vous avez en votre possession sont suffisantes pour y arriver, mettez en production au plus vite et confrontez votre solution aux utilisateurs pour itérer dessus. Voilà, j'espère que grâce à tous ces conseils, vous saurez mener une discovery efficace. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi et à très vite pour un prochain épisode de l'effet produit.